Bonjour, j'ai le plaisir pour aujourd'hui de vous proposer ce sujet qui m'enthousiasme énormément, tellement à la fois pour moi d'un côté la méditation a été sous-estimée pendant longtemps aussi, et puis à la fois d'un autre côté parce que je peux en mesurer les bienfaits au quotidien depuis maintenant de nombreux mois et même de nombreuses années. Donc c'est vraiment un pur bonheur, un plaisir de vous proposer ce sujet général qui s'adresse à tout le monde quant au bienfait de la méditation bien sûr, mais qui est particulièrement encore plus important pour nous ici. Méditation, vous le verrez dans ce qui est maintenant plus avancé dans les études scientifiques, qui va au-delà de la réduction du stress encore. Donc je vais mettre en avant ici ce que certaines études scientifiques médicales ont déjà pu constater comme bienfaits issus de la méditation, donc des études menées par des psychiatres, des neurophysiologistes et neuropsychiatres en grande partie, mais pas que. Alors maintenant, bien sûr, on peut quand même le dire, il n'y a pas besoin d'être médecin, ni même de profession paramédicale pour accompagner les personnes dans leur début vers la méditation, pour faire des ateliers, pour initier les personnes à la méditation, bien sûr. Donc c'est principalement, tout premièrement, ce médecin américain, John Kabat-Zinn, aux États-Unis, à la fin des années 1970, donc 1979 de mémoire, que la méditation a été amenée en Occident. C'est principalement grâce à lui. Donc parce qu'il était déjà, en tant que personne, lui-même passionné de bouddhisme et qu'il a eu envie de faire découvrir la pratique de la méditation, à commencer dans la gestion du stress et des émotions. Et de là, après cette année 1979, donc dans toutes les années 80 et la fin du XXe siècle, s'en est suivi un engouement grandissant, lentement mais sûrement, jusqu'au début des années 2000, où encore là la méditation n'était pas extrêmement connue. Et puis depuis 15 ans, la pratique de la méditation a vraiment connu un essor important et constant dans sa croissance et dans sa notoriété. Donc. Et petit à petit, donc par là même, le corps médical s'est intéressé aux effets et a mené des études pour pouvoir en modéliser les effets de manière plus scientifique, on va dire. Alors ça concerne surtout la méditation de pleine conscience, comme elle est appelée, mais on sait qu'il y a encore d'autres pratiques méditatives. Et pour sortir la méditation de son image de pratique qui ne serait que celle de quelques personnes qui sont dans la zen attitude ou dans le bouddhisme ou dans la pratique du bouddhisme ou autre philosophie associée, voilà, pour sortir la méditation de cette image-là et pour voir si elle ne peut pas bénéficier à un plus large public et notamment de manière thérapeutique. Et c'est tout simplement aussi, là, ces études scientifiques sont nées du fait que ce sont du personnel médical et paramédical qui s'est lui aussi mis à pratiquer la méditation à un niveau personnel. En ayant ressenti les bienfaits, ça a donné envie de mener des études scientifiques formelles plus poussées. Donc voilà ce qu'il ressort aujourd'hui de toutes ces études. Ici, ce sera une synthèse et un condensé, bien sûr, où je vais vous en parler en deux parties. Première partie, comment fonctionne la méditation au niveau du cerveau, sur les 4 domaines étudiés, donc. Et puis, deuxième partie, quels en sont donc les effets et bienfaits reconnus scientifiquement de cette méditation. Elle est d'ailleurs décrite et définie par ceux qui la prônent maintenant, notamment médecins psychiatres, comme un outil de la psychologie et de la neurobiologie à des fins thérapeutiques.
la définition est quand même forte et fortement intéressante d'ailleurs. Donc voyons tout d'abord le fonctionnement de la méditation dans ce qu'il a pu être observé au niveau du cerveau. Voici ce que nous disent donc les chercheurs en neurosciences. En ce qui concerne donc la douleur, dans le domaine de la douleur, ici, c'est cette zone du cerveau, au centre du cerveau, qui s'appelle l'insula, qui a été observée donc, et on a vu que dans ce cas-là, concernant la douleur, elle se désactivait chez les personnes qui arrivaient à mieux gérer la douleur, notamment en pratiquant la méditation. Et donc, qui vivaient le phénomène de douleur, qui n'était pas abaissé, cette douleur, par la méditation, mais qui permettait donc à ces personnes, la méditation permettait à ces personnes de vivre sans anticipation ni angoisse de la douleur. Et donc cette partie du cerveau, l'insula, désactive les réseaux de pensée et d'émotion, nous disent les chercheurs toujours. Donc intéressant dans les effets de la méditation sur la douleur. Elle provoque aussi donc cette méditation des changements fonctionnels dans le cerveau, notamment dans l'organisation de l'activité neuronale. Et c'est ce qu'ils appellent, toujours en neurosciences, les chercheurs, la neuroplasticité, qui fait que par l'expérience vécue, les zones du cerveau peuvent être modulées et peuvent être remaniées et peuvent changer, et notamment par la répétition dans la pratique. Et puis dans le domaine de l'anxiété et de la dépression, notamment aussi, là c'est encore une autre zone du cerveau qui a été mise en avant, notamment l'amygdale à l'intérieur du cerveau. Là aussi, il y en a une, pas deux. Elle s'appelle aussi comme ça, mais c'est donc cette zone du cerveau qui est suractivée chez les personnes dépressives et qui qui a pour effet, cette suractivation, de mettre les personnes dans des intensités d'angoisse plus élevées. Et donc la méditation ici, on a vu qu'elle agissait par rapport à l'anxiété et la dépression sur cette zone du cerveau, l'amygdale, et qu'elle donnait une capacité de meilleure régulation émotionnelle, une plus grande capacité de régulation émotionnelle, et notamment en mettant en place des programmes sur plusieurs semaines de méditation de pleine conscience toujours. Et puis encore, dans un quatrième domaine, il a été observé dans ces études scientifiques donc un effet très intéressant aussi de la méditation sur le vieillissement cérébral et le déclin cognitif, et notamment dans le cas de maladie d'Alzheimer. Et ici, c'est l'hippocampe, autre zone du cerveau encore, l'hippocampe qui a été observé donc dans une de ses parties seulement, inférieure, qui aurait donc un volume supérieur chez les personnes entraînées ou très entraînées à la méditation. Et on voit là aussi que ça vient modifier la neuroplasticité du cerveau, ici au niveau de l'hippocampe, donc dans le domaine de la recherche sur le vieillissement cérébral. Alors c'est vraiment intéressant aussi ce que nous décrivent ces psychiatres et neuropsychiatres, c'est qu'on a longtemps cru que le cerveau maturait uniquement jusqu'à la période de l'adolescence et qu'aujourd'hui ils se sont aperçus que ça va bien au-delà et que même cette maturation du cerveau est permanente et qu'à chaque expérience, chaque expérimentation, cela peut modifier la densité ou l'épaisseur du cortex cérébral en fonction des expériences vécues et des apprentissages effectués. On en revient donc toujours et encore à voir que cette neuroplasticité, elle évolue en permanence. Elle ne s'est pas arrêtée, cette neuroplasticité, à l'âge de l'adolescence.
Alors, on voit encore que dans les dernières études scientifiques en cours, il y a aussi des études qui démontrent que la méditation agirait au cœur de nos cellules et notamment au niveau de nos chromosomes, encore plus petite partie à l'intérieur du noyau de la cellule, donc nos chromosomes, et notamment au niveau des télomères de nos chromosomes. Télomères donc qui sont la partie terminale de ces chromosomes. Vous imaginez un X, c'est là où est portée toute l'information génétique, donc sur les chromosomes. Et au bout de chacun des chromosomes, il y a ce que l'on appelle des télomères, comme des protections, comme des capuchons au bout de ces chromosomes. Et il a été observé donc que la méditation permettrait de diminuer le raccourcissement de ces télomères. Raccourcissements successifs qui ont lieu successivement donc à chaque division cellulaire ou duplication et à chaque réplication d'ADN dans le noyau de la cellule. Et la méditation agirait de sorte à diminuer cette usure des télomères qui protège les chromosomes au bout de chaque chromosome. Et ça se fait par l'intermédiaire de cette enzyme appelée télomérase qui est contenue à l'intérieur de la cellule et qui permet, cette enzyme télomérase, donc de contrer le raccourcissement des télomères. Et c'est comme ça qu'agirait la méditation, donc en privilégiant la synthèse de cette enzyme télomérase qui elle-même évite le raccourcissement des télomères, ces embouts sur les chromosomes. Alors là, c'est vraiment intéressant parce qu'on est en plein dans le domaine du vieillissement cellulaire. Par contre, certaines personnes peut-être connaissent aussi, il y en a qui dépensent des fortunes dans un produit anti-vieillissement qui justement agit de la sorte, notamment avec un peptide de synthèse qui est vendu comme activateur de cette enzyme, de la télomérase. Alors que méditer serait beaucoup plus simple et beaucoup moins onéreux selon les dernières études scientifiques en cours. Petite parenthèse donc par rapport à cette télomérase et aux produits activateurs de télomérase qui sont vendus. La méditation, c'est tout de suite accessible et ça ne coûte rien ou presque rien si on se fait quand même accompagner ou si on suit 2-3 programmes pour méditer plus facilement au début notamment. Voilà pour ces domaines de recherche scientifique et donc en deuxième partie, voici donc une liste, loin d'être exhaustive bien sûr, des bienfaits à un niveau thérapeutique qu'apporte la méditation selon ces études scientifiques toujours déjà menées et d'autres qui sont en cours, qui viendront sûrement encore largement compléter. La première chose que permet d'induire à un niveau thérapeutique la méditation, c'est donc la réduction du stress et des émotions négatives. La deuxième, la méditation permet de lutter contre la douleur en désactivant la partie du cerveau qui anticipe les pensées et les émotions d'angoisse et qui émule aussi ces pensées et ces émotions. Troisièmement, toujours les bienfaits à un niveau thérapeutique de la méditation, elle permet de lutter contre l'anxiété, contre l'angoisse et contre la dépression, en évitant à de nombreux patients de prendre des médicaments antidépresseurs et ou anxiolytiques, et en évitant même jusqu'à 40% de rechute après dépression pour ces mêmes patients. Donc, très intéressant là aussi. Cinquièmement, donc, la méditation permet donc aussi de lutter contre le vieillissement cérébral et contre le déclin cognitif, notamment comme observé dans la maladie d'Alzheimer. Pour un exemple de maladie, ça ce sont des recherches qui ont déjà avancé, qui sont encore à parfaire, encore d'autres études doivent être ajoutées, mais c'est déjà bien avancé par rapport à la maladie d'Alzheimer. Contre le vieillissement cérébral, donc la méditation permet aussi d'avoir de très nombreux bienfaits. Et puis sixièmement, donc on vient d'en parler avec ces fameuses
ces fameux chromosomes donc, et l'enzyme télomérase. La méditation permet aussi de lutter contre le vieillissement cellulaire avec une action donc sur ces taux de télomérase qui permettent de préserver les télomères, ces embouts, donc ces petits bouts en partie terminale des chromosomes qui, eux, portent notre information génétique. Alors on a vraiment là aujourd'hui beaucoup de chercheurs, de plus en plus, qui se sont penchés sur les zones activées dans le cerveau et d'un autre côté sur réellement les bienfaits thérapeutiques, à tel point qu'aujourd'hui maintenant dans beaucoup de services hospitaliers dans tous ces domaines-là, il y a des séances de méditation proposées par le personnel médical aux patients qui viennent exprès donc pour assister à ces séances de méditation. Des patients qui sont déjà fortement avancés dans la maladie, notamment Alzheimer, ou moins, mais en tout cas des patients qui sont déjà pris en charge à l'hôpital. Bien sûr, avant d'en être à ce genre de stade de maladie, on peut déjà pratiquer la méditation, bien sûr, qui, par là même, a un effet préventif, puisqu'elle a déjà un effet sur la maladie elle-même, d'une façon ou d'une autre, et en activant certaines zones du cerveau, selon l'effet recherché, la maladie contre laquelle on essaye de lutter. On sait très bien donc que la méditation peut aussi avoir un effet préventif par rapport à toutes ces maladies. Voilà pour la belle conclusion que je peux vous donner par rapport à ce grand intérêt que j'ai à vous rappeler ô combien, si vous aussi vous avez envie de vous y mettre, si vous ne vous y êtes pas encore mise ou mis à cette méditation, que c'est aujourd'hui par des preuves scientifiques que les bienfaits sont attestés et dans divers domaines. Alors, on dit aussi dans tous ces milieux de recherche que le cerveau est une formidable machine à produire de la fiction, notamment dans le domaine des pensées et des émotions. C'est ainsi que le cerveau peut être vu par un neuropsychiatre. Ce qui veut dire qu'on produit beaucoup de choses qui peuvent d'ailleurs produire de l'angoisse, qui ne sont pas réelles en pensée et en émotion. Une véritable machine à produire de la fiction. C'est comme ça que le cerveau peut être appelé à certains moments. J'ai trouvé ça vraiment intéressant à vous mettre en avant ici, aussi ici. Et donc, ils disent en même temps, et ça, c'est une phrase que je garde vraiment en mémoire, que la méditation est à notre cerveau ce que le sport est à notre corps. Donc un besoin essentiel pour un bon entretien. Comme on entretient son corps avec de l'activité physique, il est bon d'entretenir son cerveau avec de la méditation. Et puis je peux conclure donc pour dire tout simplement, la solution est là, à portée de main, avec cette méditation, pratiquée régulièrement. On parle de 10 minutes par jour, hein, pas de 2 heures ou de 4 heures. 10 minutes par jour, régulièrement, tous les jours, au minimum, suffisent déjà à produire des effets et des bienfaits. Et donc, c'est une solution tout de suite accessible qui peut nous permettre de reprendre tout d'abord la maîtrise de nos pensées. Et ça se fait dans la pleine conscience et la présence à soi en faisant attention, en prêtant attention à sa respiration. Donc, ça nous permet aussi de reprendre la maîtrise de nos ressentis corporels, de nous remettre en contact avec notre corps physique. Et ça permet pour moi largement d'être attentive à la circulation de l'énergie à l'intérieur du corps et d'émuler, de vraiment pouvoir là aussi maîtriser l'émulation de cette énergie circulant à l'intérieur de notre corps, à commencer par la respiration, par le souffle, par l'air et par l'oxygène qui va aller nourrir nos cellules aussi. Ça fait partie déjà de ce prémisse de maîtrise de l'énergie.
Voilà pour cette méditation comme un entraînement quotidien avec tous ces bienfaits qui sont maintenant mis en avant, attestés et pratiqués par tous ces scientifiques eux-mêmes, auteurs de ces recherches. Alors bonne méditation, 10 minutes par jour, un minimum, ou plus si vous avez envie, ou plusieurs fois 10 minutes par jour, et vous allez de plus en plus pouvoir profiter de tous ces bienfaits juste pour prendre un instant pour vous arrêter, ou pour la gestion des émotions, du stress bien sûr. Toutes les personnes qui ont un emploi du temps professionnel très stressant, où l'emploi du temps est vraiment rempli sur 8-10 heures par jour, pour certains de ces praticiens de santé aussi, ils voient ô combien ça peut leur permettre de reprendre contact avec eux-mêmes, de reprendre contact avec leur corps et d'être beaucoup plus efficaces en abaissant largement le stress. Ça, c'est un des premiers bienfaits dans la pratique, même parfois juste 3 minutes. Alors, je vous souhaite encore d'avoir beaucoup de résultats aussi pour toutes les personnes qui pratiquent déjà. Et puis, j'espère que ça vous a donné l'envie pour les personnes qui ne pratiquaient pas encore, hein, mais qui vont bientôt s'y mettre, je pense. À très bientôt.